Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Itinéraire. Chapitre 1 Geneviève Poujol Une vie. Jean-Marie Mignon. Chapitre 2 De l'éducation populaire à l'animation. Raymond Labourie. Chapitre 3 Des vertus de la Volkswagen. Jean-Marie Mignon. Chapitre 4 Geneviève Poujol prosopographe. Claude Pentier. Chapitre 1 Geneviève Poujol Une vie. Jean-Marie Mignon. Cette biographie est essentiellement écrite à partir des entretiens que j'ai eus avec Geneviève Poujol, dans son appartement parisien et dans sa maison de Vébron entre août 2003 et août 2004, ainsi qu'à partir de ses diverses archives personnelles. Elle-même a enrichi et précisé directement, dans cette biographie qui lui a été soumise, certains éléments de cette période, avec l'appui de son fils Francis Rocard, de son frère Jacques Poujol et d'Arlette Dozol qui fut la secrétaire de rédaction des cahiers de l'animation et qui la rejoint régulièrement dans sa demeure lozérienne. L'empathie que je ressens à son égard ne peut que renforcer sa propre empreinte sur ce texte. Néanmoins, les précisions apportées par Jean-Claude Richet, cet écrit questionné et revu avec rigueur, finesse et vigilance par Françoise Tétard, relu par Francis Lebon et Michel Laporte, offrent une définition de la vie de Geneviève Poujol qui ne manque pas de relief. Depuis son adolescence, à la place où elle s'est trouvée comme femme, militante associative et politique, chercheuse et toujours aujourd'hui débatteur, elle a été et elle est spectatrice et actrice impliquée dans des événements sociaux et politiques qui ont traversé et qui traversent la France. Tant par ses travaux que par ses engagements, elle a marqué de son regard le champ de l'éducation populaire et la question socioculturelle. Enfance. Geneviève Poujol est née à Toulon le 2 novembre 1930, dans une famille protestante et sévenole. Elle restera, tout au long de sa vie, profondément attachée à son milieu d'origine. Son grand-père paternel, Benoni Poujol, était né en 1854 dans le Gard. Ingénieur au chemin de fer de l'Ouest, il s'occupait avec passion d'une association de lutte contre l'alcoolisme. Il a participé à la création de l'Université populaire de la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement de Paris. Il est mort à Paris en 1904. Son épouse, Marie, institutrice, était diplômée de l'école normale de Nîmes, Gare. Visiteuse bénévole d'hôpital, elle a suivi de près l'engagement de son mari, tout en développant son propre militantisme. Elle est morte à Toulon en 1934. Geneviève Poujol a travaillé sur le journal de Marie que celle-ci rédigea de 1889 jusqu'à sa mort. Son grand-père maternel, Émile Tessier, était propriétaire foncier, juriste, magistrat à Nîmes et maire de Vébron, Lozère. Le village familial, qui tient une grande place dans la vie de Geneviève Poujol, est situé sous le Causse Méjean, au pied de l'Égoile. Il est bâti aux portes des Gorges du Tarn, à 12 km au sud-ouest de Florac. Émile Tessier fut aussi conseiller général du canton de Bar-des-Cévennes à 28 ans. Il meurt en 1919 et a été inhumé à Vébron, tout comme son épouse, Isor de Caladon, morte également en 1919. Son père, Pierre Poujol, né en 1889, après de brillantes études secondaires au lycée Henri IV à Paris, est agrégé de lettres. Professeur de français latin-grec à Toulon, il fut ensuite nommé professeur honoraire à Paris, au lycée Henri IV, en 1934, jusqu'à sa retraite. Membre de la SFIO, militant du christianisme social, il a fondé, en 1911, à Paris, une des premières troupes protestantes d'éclaireurs unionistes françaises et en 1930 à Toulon, une troupe laïque d'éclaireurs de France. En 1933, au Jean Boré de Guedelot, Baden-Powell lui confie la responsabilité d'écrire les premières années de l'histoire du scoutisme en France. Son père représente pour elle un modèle éthique d'une pédagogie non directive, le premier modèle du militant capable de prendre des risques, une personne dont le souci moral de ne jamais mentir l'a profondément marqué. Il meurt en septembre 1969. Sa mère, Marie-Eudoxie Tessier de Caladon, après ses études secondaires, devient infirmière bénévole à l'hôpital militaire de Nîmes pendant une partie de la Première Guerre mondiale. Elle meurt le 1er janvier 1944. Pierre et Marie ont eu 4 enfants. Jacques, né en 1922, Robert en 1923, Denise en 1926 et Geneviève, plus tardivement en 1930.
Comme on vient de le dire, le père de Geneviève ayant été nommé en 1934 à Paris, au lycée Henri IV, sa famille vient s'installer au 18 boulevard Arago, dans le 13e arrondissement. Le rez-de-chaussée du bel immeuble est le Temple. Elle a alors 4 ans. Tous les étages sont habités par des familles nombreuses protestantes. Elle se lie d'amitié avec Marguerite Boniface qu'elle retrouvera plus tard, mariée à Michel Deschamps, travaillant auprès de Bertrand Schwartz. Elle joue aussi avec Jean-Daniel Fabre, le fils du pasteur du Temple, qui restera toute sa vie en contact avec elle. Les tendances schizophrènes de ce garçon l'enverront alors qu'il a une vingtaine d'années, 4 ou 5 ans à l'hôpital de la Borde, où Félix Guattari sera son psychiatre. Il téléphonera à Geneviève 2 fois par semaine pendant 50 ans, jusqu'à sa mort récente, car disait-il, elle savait l'écouter. Le décès de sa mère, alors qu'elle a 13 ans, est un grand choc pour elle. La chaleur maternelle lui a manqué trop vite. Elle en garde tardivement des attitudes enfantines, si bien qu'elle est nommée longtemps bébé dans sa famille. Entrée dans la classe primaire du collège Sévigné de Paris, elle continue sa scolarité au petit lycée Henri IV. Quand son père est mobilisé en 1940, elle entre à l'école primaire protestante de Montpellier. Elle retourne définitivement à Paris en 1944 et rentre en 6e à Sévigné. Son parcours scolaire est assez heurté. Elle fréquente tour à tour plusieurs lycées, Victor Hugo à Paris, Marie Curie à Sceaux, puis Fénelon à Paris. Son professeur de philosophie, nièce de Gabriel Marcel, lui fait découvrir l'existentialisme. Ses cours l'incitent à dévorer Jean-Paul Sartre. Cette époque est aussi le début d'une amitié avec Francesca Solville, une camarade de classe qu'elle ira écouter chanter à ses débuts, place de la Contrescarpe, située en haut de la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement, derrière le Panthéon. C'est dans cette même rue Mouffetard que se trouvait l'université populaire de son grand-père paternel Benoni. Elle est admise au bac philosophie à 20 ans, en 1951. Année d'apprentissage. Les premiers engagements de Geneviève Poujol passent par le scoutisme. À Montpellier, elle a 10 ans quand ses parents la font entrer dans une troupe d'éclaireurs unionistes où elle est petite elle. Retournée à Paris, elle s'inscrit au scoutisme unioniste du foyer de l'âme de la Bastille, dans un 12e arrondissement alors populaire, où Jean-Jacques de Félix est l'un des animateurs. C'est une période majeure de prise de responsabilité. À 16 ans en 1946, elle est l'adjointe d'une cheftaine de Louveteaux, Jacqueline Wagner. Geneviève Poujol, moineau fantaisiste de son nom de totem, va dans les jardins publics autour de la Bastille, recruter de futurs louveteaux dont plusieurs puiseront dans cette formation les outils d'une ascension sociale. Elle participe à plusieurs camps de ski de chefs et de cheftaines dans le Queyras, Hautes-Alpes. Lors d'un de ces camps, à la fin des années 1940, elle rencontre un chef éclaireur, Michel Rocard, qu'elle épousera 5 ans plus tard. Né le 23 août 1930 à Courbevoie, il est le fils d'Yves Rocard et de René Fabre. Yves Rocard avait été un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Agrégé de mathématiques et agrégé de physique, directeur du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, il travaille quelque temps avec le commissariat à l'énergie atomique. Issu d'une famille catholique, il est agnostique. La mère de Michel, Renée, a été élève de l'École normale de Sèvres. Elle s'était convertie au protestantisme alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Elle dirige le centre universitaire féminin Concordia, dans le 5e arrondissement. Ils divorceront plus tard. Michel Rocard a reçu une éducation protestante. Issu d'un milieu social aisé, ayant acquis si fortement de sa mère le goût de la discipline, sa méthode de scoutisme est d'une telle rigueur, dans le style de la troupe du Luxembourg qui l'anime, qu'il en est moqué. Il y a aussi, dans ces camps, d'autres éclaireurs que Geneviève continuera à fréquenter, ainsi Robert de Caumont, au militantisme plus tourné vers la question sociale. Ce camp est l'occasion des premières discussions politiques. Ils débattent avec le commissaire national des éclaireurs unionistes, Robert Costil. Malgré ses choix politiques de droite, Robert Costil exerce une certaine fascination sur Michel Rocard, lui-même entraînant Geneviève dans l'attrait de la vie politique. Michel Rocard adhère en 1949 aux étudiants socialistes, mouvement très autonome vis-à-vis de la SFIO, ce qui les met en conflit avec les jeunesses socialistes dirigées par Pierre Mauroy. Geneviève Poujol restera cheftaine plusieurs années encore, jusqu'à 23 ans,
quelques mois au-delà de son mariage, fin 1954. Avant de quitter cette responsabilité, elle appliquera la règle qui veut que l'on ne parte qu'après avoir formé son successeur. José Katz, son adjointe depuis 1952, future épouse de Jean-Jacques de Félix, la relaiera. En juin 1951, Geneviève Poujol s'inscrit en prépa de médecine mais ne va pas plus loin que sa première année de PCB, physique, chimie, biologie. Elle n'y trouve pas son chemin. Désireuse d'une plus grande autonomie, elle arrête ses études et trouve son premier emploi, en octobre 1952, à la Maison d'édition du christianisme au XXe siècle, un hebdomadaire protestant vain. Elle y restera 2 ans. En octobre 1953, elle retourne de nouveau à l'université et s'inscrit en droit. Elle trouve un emploi à l'association rivale de la Corpo de droit, qui, elle, est très à droite. Elle y est de 7 à 8 heures par jour, ce qui lui donne un petit apport financier pour poursuivre sa 2e année d'études, jusqu'à ce que l'association se trouve sans argent. Au lieu historique, la boulangerie, qui se trouvait à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, a joué le rôle important de point de regroupement des minoritaires de l'anti-corpo de droite. La période des études de droit, 1953 à 1956, est capitale pour sa maturation politique. Son premier militantisme politique se forge avec la rencontre du militantisme gessiste. Avec Claude Quin notamment, pour qui elle nourrira une grande amitié, elle met sur pied, avec l'appui de l'Anticorpo, la première édition de cours de droit, ce qui est alors une innovation, en publiant le cours d'économie politique de Georges Lasserre. Elle fait la connaissance de Paul Thibault. Elle se lie d'amitié aussi, avec Henri Leclerc, futur avocat, dont celui du PSU qui présidera la Ligue des droits de l'homme, avec Georges Suffert, futur journaliste chrétien, avec 3 autres futurs avocats, Jacques Aron et Roland Rapaport, lequel deviendra avocat communiste, Georges Pinet, gessiste qui sera, comme de Félix, membre du GISTI, avec Hubert Le Sirogrel, porte-parole des étudiants de Sciences Po, d'autres encore. Les combats contre Jean-Marie Le Pen et ses amis, l'enjeu étant la prise de l'UNEF tenue à cette époque par la droite, avant qu'elle ne passe à gauche, plus tard, tiennent une grande place dans le souvenir de ces années. Les distributions de tracts à l'entrée de la faculté de la rue d'Assas étaient parfois plus que houleuses. Elle rencontrera également à cette époque Jacques Bunicourt, jassiste, qui est aussi inscrit à la faculté de droit de Paris, tout en restant fortement attaché à sa campagne picarde. Tellement attaché qu'il se présentera à Sciences Po comme exploitant agricole, seul sans doute à s'inscrire sous cette dénomination socio-professionnelle. Michel Rocard était entré en 1952 à Sciences Po. C'est à cette période qu'au scoutisme, où il milite encore, s'est ajouté progressivement l'engagement syndical et politique. Il avait pris une carte d'étudiant en droit uniquement pour pouvoir militer, mais, aiguillonné par le succès de Geneviève reçu en 1953 en première année, il passe à son tour avec succès les épreuves d'entrée en droit. Il est diplômé de Sciences Po en juin 1954. Il ne réussit qu'à la 3e tentative le concours d'entrée à l'ENA, École nationale d'administration, à la rentrée 1956. Geneviève Poujol et Michel Rocard se marient le 26 juillet 1954 à Vébron. À la fin de l'été, en septembre 1954, le couple, rentré à Paris, habite toujours boulevard Arago, mais il a emménagé au 15, face à l'immeuble de son enfance. En effet, ils ont échangé leur grand appartement du 18 contre 2 petits appartements qu'ils partagent avec le père de Geneviève, toujours très proche. Son mariage n'empêche pas Geneviève Poujol de continuer ses études, mais elle ne va pas au-delà de la 2e année de droit. Elle prend un emploi en janvier 1955 à l'Union internationale de chimie, où elle travaille aux tables de constantes physique-chimiques, destinées à alimenter le chemical abstract. Elle est refusée à l'entrée en 3e année, à la veille d'accoucher de son premier enfant, Sylvie, en juin 1956. À cette époque, elle adhère à la Fédération des industries chimiques de la CFDT, tout en étant inscrite à l'UNEF. Son engagement syndical ne la détourne pas de l'engagement politique. Dans ces mêmes années, Geneviève, accompagnant Michel Rocard, fréquente la Nouvelle Gauche de la SFIO et Michel quitte les étudiants socialistes. Tous les deux s'investissent dans le PSA, Parti socialiste autonome, créé en septembre 1958, à la suite du congrès de la SFIO à Issy qui se déchire sur la question de la guerre d'Algérie.
C'est à ce moment que Michel Rocard abandonne ses responsabilités aux éclaireurs unionistes. Bien qu'ayant sa carte, elle ne s'engage que mollement dans la 6e section, 6e arrondissement, du PSA. Les réunions politiques se tiennent parfois dans une loge franc-maçonne, mais il arrive souvent qu'elles se passent chez eux. Plutôt que la section du parti, Geneviève préfère la fréquentation de ceux qui viennent partager leur table. À cette période, ils reçoivent beaucoup d'amis, des militants venus du scoutisme et du monde étudiant dont de nombreux auront des carrières publiques de premier plan. Les premiers connus et les amis chers, Claude Quin et Henri Leclerc déjà évoqués, Jean Popren, Hubert Prévost étudiant à l'ENA et parrain de leur fille. Mona et Jacques Ozouf, les Pézot, François Furet, Simon Nora, futur inspecteur des finances et son frère cadet Pierre, avec lequel ils partageront achat de bateaux et croisières en mer. Marc Ergon aussi, dont la mécanique intellectuelle prodigieuse l'a fasciné particulièrement et dont Michel Rocard ingurgitait les idées. Au tout début de l'année 1957, enceinte, elle prend un congé de maternité qu'elle arrête après la naissance de son second enfant, Francis, fin mai 1957. Le soin de ses enfants occupe la plus grande partie de son temps, entre l'été 1956 et septembre 1960. Son mari, reçu à l'ENA en février 1958, choisit l'inspection des finances malgré la pression paternelle en faveur du Conseil d'État. Persuadé Michel de prendre conseil. Il part en septembre 1958 en Algérie, l'administration envoyant ses jeunes énarques y faire leur classe. Geneviève le rejoint un mois plus tard. Ils y demeurent d'octobre 1958 à juillet 1959. À l'occasion d'une hospitalisation de son fils, elle découvre à travers le comportement du personnel hospitalier à son égard, la forte hostilité des Français d'Algérie à l'encontre de ceux qui viennent de la métropole. Un monde d'incompréhension s'était durablement établi entre Français de la métropole et Français d'Algérie. Cependant, ce séjour est pour elle une période passionnante. Ils sont logés dans une HLM de Birmandray, dans la banlieue d'Alger. Jacques Chirac, camarade de promotion de Michel Rocard, habite avec sa femme Bernadette dans le même immeuble, à l'étage en dessous. Le couple se lie d'amitié avec la famille Alain Baquet. Elle rencontre le réseau protestant et celui des épouses des inspecteurs des finances, dont beaucoup ont comme elle, des enfants. Dans le réseau des protestants, elle retrouve l'ancienne cheftaine de Louveteaux Jacqueline Wagner qui a épousé un ingénieur, Jean-Pierre Serre. Le réseau Jeunes Femmes a bien fonctionné, en Algérie. Dans le réseau des inspecteurs des finances, le couple fréquente Éric Westphal, ami d'enfance de Michel Rocard et directeur de cabinet de Paul Delouvrier, délégué du gouvernement en Algérie. Avec les appuis de Jacques Bunicourt, ami de promotion de Sciences Po, et celui tacite de Paul Delouvrier, Michel Rocard fait le tour des camps de regroupement sous couvert d'une mission de l'inspection des finances. Son rapport, publié sans son nom dans France Observateur et dans Le Monde par une fuite organisée, officialise l'existence de ces camps et provoque un grand scandale en France. Geneviève retournera en avril 1969 en Algérie, invitée par le sénateur centriste Jean Cluzel, défenseur de la vérité culturelle, contre la vassalisation culturelle. Elle y prononcera 5 conférences sur l'inégalité culturelle et la promotion sociale, dans les centres culturels d'Algérie. Engagement simultané. Le séjour à Alger terminé, le couple rentre à Paris en juillet 1959 au 29 rue Bonaparte où il a emménagé et où le père de Geneviève les a précédés. Il soulage souvent sa fille de la garde des enfants. En quittant l'immeuble haussmannien situé sur le large boulevard Arago, à 2 pas de la place des Gobelins, ils emménagent ainsi dans un immeuble plus ancien dans le 6e arrondissement, au centre du Paris artistique et littéraire, tout près de la place de Saint-Germain-des-Prés, dans l'étroite rue Bonaparte courant de la place jusqu'à la Seine. L'immeuble est propriété de la ville de Paris. Nombre de grands commis de l'État, des officiers, des préfets, viendront s'y installer. Geneviève, après que son fils Francis est entré à l'école maternelle en septembre 1959, reprend rue Saint-Jacques son travail à mi-temps à l'Union internationale de chimie. Avant le séjour en Algérie, il était arrivé à Geneviève de parcourir la revue publiée par le mouvement Jeunes Femmes dont elle avait ensuite croisé des militantes à Alger. À son retour, ayant trouvé cette revue très bien faite,
elle va à la rencontre d'un groupe appartenant à ce mouvement installé dans le centre de Paris. Mais elle le trouve très ennuyeux. Elle écrit alors au bureau national du mouvement pour lui dire l'étonnement qu'elle ressent, comparant la qualité de la revue à la médiocrité des débats du groupe. Madeleine Trick, secrétaire nationale du mouvement, l'invite alors à la rencontrer. L'entretien semble avoir été fructueux puisque quelques semaines plus tard, au début des années 1960, le mouvement Jeunes Femmes fait appel à elle pour prendre en charge la formation des responsables du mouvement. Geneviève y associe tout de suite des militants de PEC, Peuple et Culture, mouvement qu'elle fréquente depuis quelques années. Selon elle, ces responsables auraient eu quelques difficultés à intégrer la technique de l'entraînement mental. La rencontre avec le mouvement Jeunes Femmes n'était pas fortuite dans le cheminement de sa réflexion féministe. En effet, pendant ses grossesses, elle prône déjà dans son entourage, hors institution, l'accouchement sans douleur. Elle est séduite par la méthode venue de l'Union soviétique, et défendue par le docteur Velay, mais qui est froidement reçue dans certains milieux protestants où la femme accouche dans la douleur. Dès 1955, Jean Gondonneau, militant du planning familial ainsi qu'à PEC, lui demande de plaider devant le bureau national de PEC une position favorable à la contraception. À son étonnement, Joseph Rovan, le secrétaire général de l'époque, approuve aussitôt et sans discuter cette proposition. À cette époque, elle fait la rencontre d'une militante de la CFDT, Jeannette Lahotte, qui se bat en faveur du planning familial et qui est en 1956 membre fondateur du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, MLAC. Celle-ci était arrivée à Paris comme permanente de la Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC. Formée auprès des écoles normales ouvrières, dans les réunions de reconstruction et dans la commission femmes, Jeannette Lahotte engagera au sein du bureau national de la CFDT, pour le moins circonspect, la bataille de la libéralisation de l'avortement. Elle organisera des conférences à Bierville, où étaient invitées des personnalités qui interrogeaient ces jeunes militantes, SIC, Marie-Josée Chombard-Delot, Geneviève Rocard, Edgar Morin, Évelyne Sullereau ou Colette Audry. Ces orateurs font passer le message. Le syndicat doit s'occuper des femmes de façon plus importante. Michel Rocard est l'un des fondateurs du PSU, Parti socialiste unifié, issu en avril 1960 de la fusion du PSA, de l'UGS, Union de la gauche socialiste et de Tribune du communisme. L'été 1961, Geneviève est impressionnée, lors d'une des premières rencontres du PSU, par la richesse des débats politiques qui s'y tiennent et par la qualité des débatteurs. Ces stages se tiennent dans un ancien domaine cistercien, propriété de la mère de Marc Ergon, dont on a parlé plus haut, à Cerisy-la-Salle, Somme. C'est au cours de ce stage qu'elle fait la connaissance d'Édouard Depreux, de Jean Popren, de Colette Audry déjà évoquée, de Clara Malraux. Comme à l'époque du PSA, les réunions du PSU se tiennent d'abord chez le couple, au 29 rue Bonaparte et elle les apprécie. Ensuite, elles se déroulent dans un local de la rue de Rennes. Elle ressent avec force la différence de niveau dans les débats entre les amis qui viennent à leur table, et ceux de la section du PSU du 6e arrondissement qu'elle fréquente et où elle se sent mal à l'aise. Par exemple, les discours hostiles à la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui y sont tenus l'énervent beaucoup. Elle avait en effet déjà travaillé sur ce sujet lorsqu'elle était en première année de droit, quand son professeur d'économie politique, Georges Lasserre, dont on a parlé plus haut, lui avait demandé de présenter un exposé sur la CECA. Elle y avait durement bossé. Elle avait entendu chez ses beaux-parents Louis Armand, qui était un spécialiste des politiques de l'énergie, s'exprimer sur ce sujet. Elle ne pouvait en définitive que constater qu'il fallait y aller, c'est-à-dire s'intégrer à la CECA. La position du PSU contre la CECA n'est donc pas la bonne. Dans le but d'approfondir d'autres discussions, elle organise un groupe de travail qui se réunit dans son appartement, et qui élabore un montage audiovisuel sur l'habitat et l'urbanisme à Paris. Le document produit nécessite 1 an de travail et est présenté à la section du PSU. Roger Louis, le journaliste qui en fait un montage professionnel, le met ensuite en circulation dans les sections. Geneviève, d'une certaine façon, s'est inspirée des valises culturelles de la FFMJC pour construire ce montage photo. Au milieu des années 1950, Geneviève adhère à PEC qu'elle fréquentait déjà, occasionnellement.
Elle appréciait le réseau d'intellectuels qu'elle y trouvait. Des débats intelligents, des argumentations qui tiennent le coup. Elle y retrouve Claude Quin qui dirige la commission économie. Elle voit sans comprendre cet ancien gessiste devenir membre du Parti communiste. Car elle s'intéresse au marxisme un peu comme tout le monde, mais le contact de collègues marxistes la pétrifie. Elle y rencontre des artistes, le peintre Queco, Pierre Gaudibert, futur créateur de musées, Jean Boniface, journaliste économiste à la tenue excentrique. Elle donne une première conférence publique à Nîmes au début de l'année 1960. Elle y expose les conclusions d'une enquête menée pour le compte de la Ligue de l'enseignement sur le travail de la femme dans la société. Mais elle ne lit pas le livre de Benigno Cáceres, Histoire de l'éducation populaire qui sort en 1964. On ne parle pas d'éducation populaire, ni de politique culturelle. Elle éprouve une grande admiration pour Marie-Françoise L'Enfant, responsable de la commission féminine à PEC. Quand Geneviève avait voulu écrire son premier article, Marie-Françoise L'Enfant l'avait convaincue de ses capacités, lui apportant à travers cet article et par la forte considération qu'elle lui porte, l'assurance nécessaire au travail d'écriture. Et quand celle-ci lâchera la responsabilité de la commission féminine, en 1961, c'est Geneviève qui lui succédera. Pendant toute cette période, le principal centre d'intérêt intellectuel de Geneviève demeure la question des femmes. Pratiquement tous les articles qu'elle publie alors, que ce soit dans Réforme, Cité Nouvelle ou Tribune Socialiste, sont consacrés à cette question. Dans Tribune Socialiste, elle signe, sous le pseudonyme de Geneviève Servet, plusieurs écrits sur le travail féminin. Elle collabore en 1963 et en 1964 à la revue Réforme, où elle propose une dizaine d'articles sur les femmes et le travail. Ses compétences lui font alors décrocher un contrat avec Femmes d'aujourd'hui. Elle analyse pour le comité directeur le contenu de la revue pendant 2 années, entre 1964 et 1966, à son domicile. Dans le cercle de ses relations, Évelyne Sullereau la fascine. Cette dernière fait paraître en 1965 un ouvrage sur l'histoire des magazines féminins, Demain les femmes, qui sera traduit en 11 langues. C'est à ce moment que Geneviève réalise que la moitié des revues féminines est faite de publicité. Un soir, Colette Audry, qu'elle avait rencontrée en 1961 aux rencontres de Cerisy-la-Salle, l'invite avec Évelyne Sullereau. Colette Audry et Évelyne Sullereau militent à la Commission nationale femmes du PSU qu'Elisabeth Roudy anime et où l'on parle beaucoup du travail féminin. Geneviève est furieuse de voir François Mitterrand invité à parler dans cette commission, alors qu'il méprisait ce qui s'y disait. Elles sont présentes aussi à la commission femmes de PEC. Durant cette soirée, la conversation tourne autour d'un ouvrage à faire sur la publicité et les femmes. Évelyne Sullereau argue du fait que son mari étant publicitaire, elle ne peut décemment pas écrire d'ouvrage sur ce thème. Elle propose à Geneviève de le rédiger. Elle s'attelle à cette tâche et écrira Sois belle et achète, son premier livre qui sera publié en 1968 avec l'appui rédactionnel de Colette Gutmann. Tout cela montre l'investissement de Geneviève dans ce féminisme, dont elle n'a jamais suivi pour autant les démarches radicales. Pour preuve en 1969, elle est invitée par Monique Wittig, auteure de l'Opoponax, à rencontrer un groupe du MLF, Mouvement de libération des femmes, pour la tester sur son féminisme. Ce groupe est installé dans le 6e arrondissement, rue des Saints-Pères. Réunie dans un appartement situé juste au-dessus de la librairie des femmes, elle lui propose de discuter sur la question du choix, priorité au combat féministe ou au combat politique ? Geneviève donne la priorité au combat politique. Elle ne sera plus invitée. Maturité professionnelle. Les derniers mois de l'année 1967 et le premier semestre 1968 furent sans doute pour elle une période des plus marquantes de sa vie, où surgirent de façon quasi simultanée des événements décisifs sur les plans militants, affectifs et professionnels. C'est le début d'une nouvelle étape, principalement marquée par l'installation dans la vie professionnelle et dans le travail de recherche. Son engagement politique et féministe est déterminant dans son désir d'être sociologue, alors passage obligé pour toute réflexion de gauche, et d'entreprendre des études de sociologie. Elle reprend donc ses études, dans cette discipline, à la faculté de Censier, en octobre 1967, 16 ans après avoir lâché médecine, 10 ans après avoir quitté le droit.
En novembre, le mois suivant, sa participation très active et très critique à PEC l'amène, avec Claude Quin, Pierre Gaudibert, Jean Gondonneau ainsi qu'avec Maurice Imbert, René Boucher et d'autres, à travailler à renverser les fondateurs du mouvement lors de la préparation du congrès de PEC de novembre 1967. Cet événement est une date charnière dans sa vie. Il sera pour beaucoup dans l'élaboration de ses réflexions sur la dynamique associative. Immédiatement après la tenue de l'Assemblée générale de PEC, qui voit l'échec de la tentative de renversement, elle quitte son emploi à l'Union internationale de chimie pour aller travailler au Centre d'études sociologiques, de la rue Cardinet. Elle y dirige désormais l'ACPSS, Association Culture Populaire et Sciences Sociales. Claude Bazin lui avait passé la main, à la tête de l'association, officiellement au moment de la crise du mouvement, mais la décision du passage de témoin était déjà prise. L'association avait été créée à Annecy par le principal fondateur de PEC, Joffre Dumazédier, dans le but de faciliter l'enquête du Centre d'études sociologiques dans cette ville et pour assurer la diffusion de son travail. Elle passe l'essentiel de son temps à travailler dans l'association et promeut la bonne parole dumazédienne dans les centres d'éducation populaire et divers lieux institutionnels à travers la France, sans être pour autant convaincue par ses théories des loisirs. Quelques mois après la prise en charge de ses nouvelles responsabilités, en mai 1968, un événement bouleverse sa vie. Michel Rocard se sépare d'elle. Elle en est profondément atteinte et vit une période très difficile. Un peu démolie, comme elle le dira avec un certain euphémisme, elle cherche à récupérer en travaillant. Elle obtient le DUEL, diplôme universitaire d'études littéraires, la même année et sa licence en sociologie en 1969. À la rentrée universitaire qui suit, et dans cette même période culturellement et politiquement bousculée, elle est assidue au séminaire public de diplôme d'études supérieures, de Pierre Bourdieu dont la notoriété ne va pas tarder à s'étendre. Elle est fascinée par sa force intellectuelle. Elle digère ses lectures et ose n'être pas en accord avec certaines de ses thèses. Il faut imaginer le caractère minoritaire de ceux qui ne rentrent pas dans la démarche de la reproduction, dit-elle. Il semble en effet difficile de s'opposer à la parole de Bourdieu, portée au nu par beaucoup d'étudiants. Mais cette parole offrait un terrain ferme et fructueux au débat, et à des réflexions approfondies. Elle envisage d'abord de soutenir une thèse, sous sa direction, sur les épouses des hauts fonctionnaires. Mais elle est déjà divorcée. Elle estime qu'il est devenu difficile dans sa position de travailler sur les énarques et leurs épouses. Elle lit toujours Sartre, découvre Durkheim. Elle mène une enquête sur la division sexuelle du travail, qui lui donne matière à écrire un article de fond sur le travail des femmes. Publié dans la revue Psychologie, il sera traduit aux États-Unis. C'est la première théorisation, c'est moins l'identification que la projection qui lie les femmes à la publicité qu'elle produit. Elle le retravaillera pour nourrir son mémoire de maîtrise, lequel est le fruit d'une enquête réalisée pour le compte du Conseil œcuménique des Églises sur l'image de la femme dans les masses médias. Elle soutient son mémoire de sociologie en juin 1970. Elle continue de s'investir à PEC, et surtout à la tête de l'association Culture Populaire et Sciences Sociales. Elle estime que le terme de culture populaire, dans son intitulé, est inapproprié, voire ringard. Elle la rebaptise en 1970, ADRAC, Association pour la diffusion de la recherche sur l'action culturelle. Responsable des dossiers de l'ADRAC pendant une quinzaine d'années, elle bénéficie de crédits pour la rédaction de biographies de militants, avec l'appui de Madeleine Romer. Mais il lui faut mieux gagner sa vie. Jean Maheu, énarque de la même promotion que Michel Rocard, est directeur de la jeunesse au secrétariat d'État chargé de la jeunesse et des sports. Elle l'avait rencontré lors d'un voyage d'information à Amsterdam, organisé par Michel Rocard pour un groupe d'architectes travaillant sur les 1000 clubs. Jean Maheu, sollicité, lui offre de l'employer à l'INEP, Institut national d'éducation populaire, de Marly-le-Roi comme sociologue, dans le département des études et de la recherche, avec Raymond Labourie 65. Elle est embauchée le 1er septembre 1970. À l'université, à la même date, elle manifeste son intérêt à travailler sur la formation des animateurs à partir du modèle développé par Philippe Fritsch sur les formateurs d'adultes. Le choix du sujet de la thèse est aussi lié au fait qu'elle vient d'entrer à l'INEP,
et que c'est une manière de relier son travail universitaire à son emploi. Elle se tourne vers Joffre Dumazédier, comme directeur de thèse, pour le goût de la liberté intellectuelle qu'il lui permet et qu'elle n'aurait sans doute pas eu avec Pierre Bourdieu. Elle suit en 1972 à 1973, à Paris 5, son cours de sociopédagogie des adultes. Elle débute l'étude de la genèse des institutions socioculturelles la même année. À l'INEP, elle avait été portée par l'idée de Jean Maheu de donner à l'Institut un dynamisme plus grand, à l'image de l'INFA, Institut national de formation des adultes, à Nancy, et par sa promesse de lui confier la direction du Bureau des études et des recherches. Mais ni cette vision de l'INEP, ni cette promesse de responsabilité ne déboucheront. Rapidement, Geneviève Poujol est très mal à l'aise à l'INEP. Elle se sent piégée. Privée, depuis le départ de son mari, d'activités où le militantisme politique jouait un rôle central dans sa vie et lui permettait de rencontrer de grands débatteurs, elle se retrouve 2 ans plus tard, dans une institution publique qui se cherche. Elle souhaite rapidement quitter cette institution. Elle espère sortir de sa situation par le haut avec un doctorat, ce qui n'aura pas lieu. Mais elle a tiré tout de même des satisfactions, des richesses de certaines rencontres. Celle avec Claudine Mialaret, agrégée, dont Geneviève a su tirer le meilleur, celle avec Raymond Labourie, issu de Vie Nouvelle et le premier rédacteur en chef des cahiers de l'animation, d'autres collègues encore. Elle s'ouvre à de nouvelles activités annexes. La création du CAPASE, en 1970, avait donné du grain à moudre pour les cours destinés aux animateurs. Sur la proposition de Jean-François Kessler, une connaissance du PSU, professeur associé et directeur du département carrière sociale à l'U de Paris 5, et parallèlement à son activité à l'INEP, elle y enseigne, à partir de 1972, auprès des étudiants inscrits en animation socioculturelle. Cependant, ce type d'enseignement professionnalisant est particulièrement compliqué à assurer auprès d'étudiants pour lesquels les professions d'animation ne sont encore qu'une vue de l'esprit, accentuée par les remous sociaux d'après 1968. Elle donnera sa démission en 1976. En avril 1975, dans le cadre de sa recherche universitaire et au cœur des préoccupations de l'INEP où elle travaille depuis 5 ans, elle organise avec Raymond Labourie des journées d'études sur l'histoire de l'éducation populaire. Sa découverte du livre de Max Thurman sur l'éducation populaire, dont elle avait trouvé l'édition de 1907 dans son grenier, déclenche sa curiosité sur l'éducation populaire et la décide à se lancer dans un travail d'étude sur ce sujet. Elle rédige dans la foulée 2 dossiers qui seront publiés en 1977 et 1978 sur ce même thème. En 1977, lors d'un comité de rédaction des cahiers de l'animation, Raymond Labourie lui propose de prendre sa place de rédacteur en chef. Elle connaît les cahiers. Elle y a signé un article dès le premier numéro, en mai 1972. Elle en signera plus d'une douzaine ainsi que de multiples notes et rapports. Elle se retrouva nolens volans, avec le bébé sur les bras. Dans cette nouvelle responsabilité, elle construit ses choix éditoriaux avec Claudine Mialaret. Arlette Dozol en fut la secrétaire de rédaction, durant toute la période où Geneviève fut rédactrice en chef et au-delà. Elle soutient sa thèse, La dynamique sociale des institutions socioculturelles, la genèse de l'Association catholique de la jeunesse française, la Ligue de l'enseignement, les Unions chrétiennes de jeunes gens, en avril 1976, et la publiera en 1978 sous le titre de La dynamique sociale des associations. Elle en reprendra l'essentiel, dans un article retravaillé des cahiers de l'animation qui paraîtra plus tard et dont elle estime aujourd'hui qu'il résiste à l'épreuve du temps. Elle ne poursuivra pas le souhait qu'elle avait d'entrer à l'université. Elle n'a pas été au-delà d'une première demande d'habilitation. L'antagonisme latent et permanent qui persiste entre elle et son administration ressurgit à certains moments. Elle ne se présentera pas à la cérémonie organisée à son égard en décembre 1979 pour la réception de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. À la même époque, elle ressent avec colère le refus de Guy Jobert, enseignant à Paris-Dauphine et membre de PEC, de l'employer pour mettre en place la formation des assistantes sociales chefs dans le cadre de l'assistance publique, parce que son frère Robert, préfet, était alors directeur adjoint de l'assistance publique de Paris et que Guy Jobert ne voulait pas être suspecté de favoritisme. De même,
Quelques années plus tard, Christian Blanc, sur une suggestion de Michel Rocard alors au gouvernement, lui propose d'aller travailler au ministère de la Jeunesse et des Sports auprès de Marcelle Daven, ce qu'elle refuse de façon catégorique. Elle reste donc à Marly-le-Roi. Sur le plan intellectuel, elle entre avec énergie dans la controverse culturelle socio-culturelle, lorsqu'elle est à son plus vif et à son plus haut niveau. Après le colloque de Peuple et Culture, qui avait eu lieu à Amiens en 1978 et qui avait amorcé le débat Action culturelle Action socio-culturelle, elle organise avec Michel Simoneau et Claude Sageot, en octobre 1979, des journées d'études qui ouvrent un débat à connotation très politique. Elle sera partie prenante de ce débat pendant plusieurs années. La même année, elle participe à la mise en place du colloque de novembre, Éducation populaire 1920 à 1940, au cours duquel interviennent des universitaires tels Pascal Horry et Jean-Pierre Rioux, avec qui elle provoquera d'autres rencontres. Le colloque sera plus tard publié dans les cahiers de l'animation. Dans le cadre de l'enseignement universitaire, en 1977, un an après qu'elle a arrêté ses cours à l'U Carrière sociale de Paris 5, elle donne un cours à l'Université de Paris-Nord. En 1979, Hervé Drouard, ancien collègue qui a quitté l'INEP, propose Geneviève à sa propre succession à l'école des surintendantes 84. Elle y enseignera jusqu'en 1983. Elle analysera notamment avec ses étudiants la victoire de la gauche en 1981, en utilisant les apports sociologiques d'autres enseignants, Éliane Leplay, Ginette Bourgeron sur le travail social, Jackie Bayrou sur la psychosociologie et les sciences de l'éducation. Son premier cours portera sur le don, à partir du travail de Marcel Mauss. Par ailleurs, elle travaille sur le système de pouvoir de Michel Crozier en se détachant de Pierre Bourdieu. C'est à cette époque, en 1981, qu'elle crée la SFCA, Société française des chercheurs sur les associations, dans le puissant désir de sortir du cadre de l'INEP qu'elle estime trop formel. Selon elle, regrouper des chercheurs sur les associations ne pouvait se faire à l'INEP, alors que cette initiative aurait pu en partir. Elle fera vivre jusqu'en 1989 cette association au fragile cadre institutionnel. En 1983, Augustin Girard, du ministère de la Culture, et dont la réflexion sur la notion de développement culturel était portée par son service des études et de la prospective, où travaillait Pierre Moulinier, membre du comité de lecture des cahiers, commande à Geneviève un bilan critique de toutes les recherches sur le socioculturel et le culturel, les grands concepts liés à ces études depuis les années 1950. Geneviève n'a pas délaissé ce champ d'études. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.